bonjour à tous, ravi d'être là. Quelques années après avoir fait exactement le même exercice, parce que je ne sais pas parmi vous qui était en 2018. Oui, il y en a quelques-uns. Bon, vous allez revoir des choses qu'on a discutées en 2018. Ok, donc mon nom c'est Marius Preda, je suis enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris et j'ai préparé ces slides avec Trajan, qui est doctorant, qui a fait une thèse exactement sur le sujet. Et je vais vous raconter un peu de ses souffrances pendant ces 4 ans de travail doctoral sur le sujet de la réalité augmentée dans l'industrie. Et je vais justement commencer par quelques slides que j'avais présentés en 2018. Bon, on parlait à cette époque de la progression de la productivité dans l'industrie manufacturière. C'était pas super. Les chiffres sont pas... Bon, ça commence dans les années 70. Ça monte, ça descend, mais c'est pas glorieux. Et pour avoir même une image dans les pays développés, on voit qu'à partir des années 2007, on est à 1-2%. 1-2% dans ce monde, c'est pas quelque chose qui est bon. Surtout quand on voit le développement de l'informatique exactement dans la même période, qui est exponentielle. Ici, vous voyez l'échelle logarithmique. Donc, la question qui se pose, pourquoi cette différence énorme entre la productivité qui est dans l'industrie manufacturière par rapport à l'industrie informatique. Et donc là, on voit la valeur créée par le salarié sur l'exponentielle, on voit tout ce qui est informatique, et sur l'horizontale, c'est dans l'industrie manufacturière. Donc, on avait identifié depuis un bon temps et cette disparité entre un monde informatisé qui a progressé beaucoup et un monde manufacturier qui est laissé un peu à la traîne. Et donc, même en 2018, on faisait ce constat, probablement il a été fait un peu avant, mais en tout cas dans mes slides de 2018, on parlait du fait que l'industrie n'avait pas encore profité de l'essor de cette technologie de la communication. Okay? Et on rêvait, à cette époque-là, de tout ce qu'on peut apporter du monde de l'informatique vers le monde de l'industrie. Il y a cette image de l'usine, elle est réelle. Hein. Elle n'est pas jolie, mais elle est réelle. La robotique, on parlait de la fabrication additive, et surtout, c'est mon sujet d'aujourd'hui, on parlait de la réalité augmentée. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'on a besoin de faire des biens à plus petite échelle, qui donnent la diversité pour le client. Et on avait pensé déjà à cette époque-là que l'outil industriel le plus adaptable, c'est l'humain. Et je pense que c'est probablement vrai pour encore quelques années, avant que l'IA va faire la même chose que les humains. Mais attendons un peu. Pour l'instant, probablement dans 4 ans, quand vous allez me réinviter, je vais changer mes slides. Mais pour l'instant, l'outil le plus adaptable dans l'industrie, c'est l'humain. Et ça vient aussi de cette époque-là. On pensait à utiliser la réalité augmentée, soit pour la téléopération, ce qu'on appelle la téléopération, où l'expert est à distance et il peut superviser, on va dire, des opérateurs partout dans le monde. On parlait du contrôle de qualité, ou on parlait de l'aide à l'assemblage, voire même de l'aide à la réparation et maintenance. Ces images-là sont des images de 2018. C'est beau, c'est des promesses. Okay? Je reste quand même optimiste ce matin. Mais mon point d'aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a un gap énorme entre ce qu'on pense pouvoir faire et ce qu'on peut faire quand on va vraiment dans une usine. Et c'est l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. OK? Bon, on est en 2022. Le client, le customer, là j'ai passé en anglais, il veut toujours des produits et il veut, même pire qu'en 2018, il veut la variété, il veut la personnalisation, il veut que ça soit pas cher, de la qualité et tout de suite. Donc tous ces aspects-là qui
qu'à cette époque-là, on pensait que ça va driver cette personnalisation, sont toujours là et même encore plus. Bien sûr, il va faire l'achat seulement si le produit correspond à ses besoins. On pense des produits qui sont manufacturés. Ouais, ce qui s'est passé pendant la dernière année, voire les années d'avant, il n'y a personne qui aurait pu imaginer en 2018, mais ça n'a pas allé dans le bon sens. Ça allait plutôt dans le mauvais sens. Ça a ajouté des problèmes à des problèmes. Donc on voit maintenant des problèmes économiques, compétition, de la chaîne de fabrication. On voit de plus en plus des problèmes politiques. On ne pouvait pas passer à cette époque-là. On avait en tête la démographie. Même en 2018, on savait qu'il y a le baby boom. On ne parle même plus maintenant de baby boom, mais il y a la courbe de l'âge de la retraite qui est passé par là. Ce n'est pas pour rien qu'on ne trouve plus personne à travailler. C'est parce qu'il y a le baby boom qui est passé. Donc, les problèmes de retraite. Et donc, tout ça, ça nous donne un contexte aujourd'hui. Il est visible partout, mais il est très visible dans l'industrie. C'est incertain, on ne peut pas prédire. Il y a plus de travailleurs et surtout plus de travailleurs bien formés. Ok? Donc, on a besoin de la flexibilité et on a besoin des gens qui sont bien formés. Flexibilité parce que le client, il veut des choses personnalisées. Donc, on ne peut plus imaginer, comme à l'époque de Ford, de faire la même voiture pour tous. Non, c'est fini. Même les chaussures, ça doit être pour chacun. Et bien sûr, des gens bien entraînés. Voilà, c'est à peu près ça ce que sont les gens bien entraînés. Ils sont nombreux dans les chaînes de fabrication. Mais surtout, ils doivent être au moins pendant une période 2 fois plus nombreux. Parce que la base, c'est la formation. Et la formation la meilleure dans l'industrie, c'est celle où, à côté de moi, il y a l'expert qui va me dire exactement qu'est-ce que je dois faire, qui va me corriger sur mes erreurs, qui va comprendre ce que je ne comprends pas, et à chaque moment, il va me donner la bonne information. Donc ce n'est pas juste le manque des travailleurs, c'est aussi le manque des experts formateurs. Okay? Donc ça, c'est essentiel. Et bien sûr, il y a des problèmes de disponibilité de ces gens-là. Ce n'est pas du tout scalable, il faut faire personne par personne. C'est subjectif aussi. Pas flexible, pas standardisé et bien sûr pas efficace dans le sens du coût de production. Ok? Tout ça, ça doit être positif pour la réalité augmentée. Parce qu'on se dit, avec la réalité augmentée, on peut au moins imaginer qu'il y a une partie de cette connaissance expert que je peux mettre dans un système. Et dans ce cas, je peux la rendre scalable parce que des machines, je peux acheter autant que je veux. C'est consistant, c'est toujours la même formation. Je peux même, à la limite, la rendre personnalisable si je suis capable de voir quel est le niveau de compétence de chacun, c'est standard. Et c'est bien sûr très efficace. Quand on parle de l'efficacité, il y a 2 facteurs qu'on doit regarder dans l'industrie. C'est le temps de l'exécution. Les cycles sont très rapides. Les cycles, je ne sais pas si vous avez visité récemment, probablement oui, parce qu'on est dans une université qui s'occupe beaucoup de l'industrie. Mais pour moi, c'était étonnant quand je l'ai fait la première fois. Dans une chaîne de montage, et je vais vous montrer des photos, le cycle est, je peux dire, infernal. On est pour 3 minutes 30 secondes à chaque poste et les opérations sont à faire à la chaîne. Ça existe toujours, hein, ce n'est pas que dans les films. Et la deuxième variable qu'on doit mesurer, c'est le taux d'erreur, qui est proportionnel au fait à la vitesse d'apprentissage. Tout ça dans le contexte de l'industrie. Ça veut dire que ça doit être robuste, ça doit être utilisable pour n'importe qui. On a été même étonné de voir que les gens sur la chaîne de production, pas tous savent lire. Pas tous savent lire. Ok? C'est un choc, parce qu'on dit, bon, les instructions, on les affiche, mais non, on ne peut pas tout le temps les afficher. Il faut être accepté par l'utilisateur, et bien sûr, le point central, ça doit être évalué dans le monde réel, et pas dans un labo, pas seulement dans un labo. Donc tout ça, c'est des critères sur lesquels on peut imaginer un jour que ça va être adopté dans l'industrie.
Donc, l'hypothèse de ce travail, c'était que les sessions de formation en réalité augmentée sont aussi efficaces, voire plus efficaces que les méthodes traditionnelles. La réalité augmentée n'a pas été inventée hier. Okay? On sait déjà à peu près ce qu'on doit faire. Toutefois, le constat est clair, ce n'est pas adopté dans l'industrie. Et la question qui se pose, c'est pourquoi. En 2018, je parlais exactement de la même chose. Et je n'étais pas le premier. C'est de dire qu'il y a une opportunité énorme à ramener l'industrie dans des zones géographiques à salaire important si on donne cette flexibilité aux gens. Ça a passé du temps et même aujourd'hui, on n'est pas là. Okay? Et j'essaie ici d'analyser avec vous, on va le faire ensemble, pourquoi cela. Ok. Bon, pour le faire, on était allé dans l'usine et on a passé à peu près 4 ans dans l'usine, avec les gens qui sont dans l'usine, les experts d'un côté, ceux qui nous aidaient à faire les instructions en réalité augmentée, mais surtout les opérateurs, ceux qui portaient les casques pour travailler. Et avec tous les méthodes classiques de questionnaires, poser des questions, avoir des discussions, on a essayé d'extraire quel est le plus important en termes du contexte économique. Ça, c'était la première composante. Et la deuxième, on a créé beaucoup d'applications en réalité augmentée en essayant de cadrer ces technologies de pointe. La réalité augmentée, ça utilise vraiment les connaissances récentes dans le contexte industriel. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? Je ne vais pas entrer dans tous les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais on va mettre les slides à disposition. Il s'agit d'un environnement industriel avec une rotation très fréquente. Les gens ne savent même pas où ils vont travailler la semaine prochaine. Ils vont être peut-être aujourd'hui chez Bosch, dans une semaine ils seront chez Peugeot, ils vont faire pas la même chose. Chez Bosch ils font des chaudières, chez Peugeot ils vont faire autre chose. Donc il y a une rotation énorme, parce que c'est un monde qui est un peu monopolisé par l'intérim. En plus, même, ils peuvent être experts s'ils passent suffisamment de temps sur une chaîne de production, mais on doit les considérer tous comme novices, parce que ça change tellement les modèles, que même s'ils savent faire une chaudière aujourd'hui, en 2 mois, quand ils vont revenir chez Bosch, le modèle a changé, donc on doit reprendre les bases. La flexibilité, ouais, c'est quelque chose qui doit être dans le sens qu'il n'y a pas de conditions qui sont déjà fixées en avance. Dans une usine, tout peut arriver. D'un jour au lendemain, ils ont changé l'emplacement d'un chariot ou d'autres choses. Donc tout doit être flexible. Et surtout, peut-être le dernier, en tout cas pour les aspects un peu technologiques, on n'a pas le temps de considérer que ce problème d'assemblage doit partir dans le bureau d'études, passer des jours ou des semaines parmi les ingénieurs pour faire l'instruction en réalité augmentée et après que ça soit testé. Si ce n'est pas tout de suite, si ce n'est pas immédiat, ça ne sert à rien. OK. Pour les aspects un peu plus technologiques, il y a des vérités qu'on croyait vraies il y a une époque et qui sont tombées à l'eau. On pensait, en tout cas au début de la réalité augmentée, que la 3D, la modélisation 3D va apporter, c'est le Holy Grail pour la réalité augmentée. Ah ben c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que c'est très long à préparer du contenu 3D de bonne qualité. Quand on l'a, mais on ne l'a jamais, si on l'a, c'est parfait. Parce qu'on peut vraiment utiliser l'interactivité, on peut bouger les objets en 3D. Mais comme on ne l'a pas, et les gens dans l'industrie n'ont pas le temps de créer du bon contenu 3D, et même s'ils le font, ils le font pour des raisons de communication, mais pas pour des raisons de réalité augmentée, parce qu'il faut le préparer de manière spécifique, on peut dire qu'il n'existe pas. Aussi simple que ça. Toute la littérature scientifique sur la réalité augmentée va présenter des modèles 3D pour la réalité augmentée, en disant que c'est mieux. Bien sûr que c'est mieux, sauf qu'on ne l'a pas. Dans l'industrie, c'est aussi simple que ça. Autre aspect, dans beaucoup d'usines, les instructions d'assemblage
ne sont pas complètes. Ouais. Donc on doit se considérer chanceux quand IKEA nous donne toutes les instructions. Dans les usines, ce n'est pas complet. Ça veut dire qu'il y a une formation préalable avec un expert et le papier est utilisé juste pour rappeler des choses. Mais de toute manière, il n'y a personne qui utilise les instructions papier. Ils sont quelque part dans un coin, les opérateurs ne l'utilisent pas. Donc ça ne fait pas de sens, comme on considérait au début, qu'il suffit de faire une traduction entre les instructions papier et la réalité augmentée, on a tout. Ça ne marche pas. Autre aspect qu'on a découvert, c'est bien sûr, les opérateurs doivent utiliser les mains. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas un autre moyen de faire la réalité augmentée que les casques. Par téléphone, tablette, quoi que ce soit, ça ne va pas marcher. La réalité augmentée spatialisée, ça ne marche pas non plus. La projection sur des composantes, ça ne marche pas non plus à cause de la flexibilité qu'on doit avoir dans le site. Et donc il y a tout un panel des connaissances et des outils et des méthodes en réalité augmentée qui ne sont simplement pas applicables dans l'industrie. Sur papier, ça fait bien. On publie notre papier, on est content, c'est accepté dans les bonnes conférences de réalité augmentée. Mais quand on va dans le shop, dans l'industrie, c'est non. Oui, voilà, une illustration ici. Dans des conditions de lab, c'est toujours bien rangé. Ouais, la pièce est toujours là, et au bon endroit, avec des instructions. Dans la vie réelle, jamais. Jamais. Même si vous avez un petit poste avec quelques composantes, il y a toujours un qui va le mettre à travers. Mais parce que c'est la vie, c'est l'entropie, c'est le darwinisme. OK. Et donc, sur cette base, on a pris quelques décisions de conception qui vont tous dans le sens de la simplicité. C'est contraire un peu à ce qu'on fait d'habitude pour la science, on complique les choses pour dire comment on est fort pour les résoudre. Ben là, c'est plutôt dans le sens de la simplicité. Et sur les composantes, je pense que j'ai même ça, ouais. Sur les composantes de base de la réalité, parce qu'on trouve le device, on trouve les assets, qu'est-ce qu'on utilise pour faire l'expérience de réalité augmentée, et on trouve aussi un élément important qui est l'enregistrement, on appelle ça register en anglais, entre le monde réel et le monde de synthèse. Et donc, dans la science, on retrouve toutes ces méthodes qui sont de plus en plus avancées, où on essaie de comprendre la réalité par IA++, mais dans la vie réelle, ça ne marche pas. Pour l'instant. Je n'ai pas dit que dans 5 ans, ça ne va pas marcher. Pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, la seule chose qui marche suffisamment bien, c'est d'utiliser un QR code tout bête. Sauf que si on utilise un QR code, même si on a des objets 3D, le fait d'avoir des erreurs, même petites, ça va casser toute l'augmentation avec des objets 3D. Donc ça n'a pas de sens de faire des objets 3D, même si on les a. Donc là, le choix dans notre design, ça a été d'utiliser, au lieu d'objets 3D, des vidéos, des images et du texte. Et comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du device, le seul qui est utilisable dans l'industrie, c'est les casques de réalité augmentée, parce que les mains doivent être libres. Sauf si on invente le travailleur à 3 mains, mais ce n'est pas pour tout de suite. OK. Donc tout ça, ça nous a permis d'encapsuler, du point de vue méthode, mais aussi, surtout du point de vue outil, 2 composantes. Donc on a créé une composante qui fait l'authoring, la création de l'expérience de réalité augmentée, de l'instruction réalité augmentée, et la partie visualisation, utilisation de cette expérience. Je vais essayer d'aller plus vite. Ça rentre un peu dans la technique, donc peut-être c'est moins intéressant. Donc l'idée, c'était de simplifier la partie authoring en un outil auteur un peu classique. Il y a plusieurs pas. On fait la capture de l'environnement, on essaie de comprendre ce que c'est. On va aller utiliser un PC ou un truc plus costaud pour définir la procédure. On complète ça avec une partie authoring qui se fait in situ et on essaie de raffiner. Tout ça, on l'a mis dans une seule composante qui est une composante à utiliser sur place. Celui qui doit faire l'instruction réalité augmentée de montage, c'est l'expert métier. Mais ce n'est pas l'ingénieur IT, c'est l'expert métier.
c'est la personne qui est sur la chaîne. Pas l'opérateur qui ne connaît pas encore, mais c'est quelqu'un qui a utilisé la chaîne. Lui, il ne va pas aller dans le bureau d'études pour appuyer sur les boutons d'un PC, non. Il est sur place, donc il va rester seulement sur place. Donc, on met tout ça dans les casques, et tout ce qui est authoring, c'est dans les casques. Ça veut dire quoi? C'est difficile, voire impossible, d'importer des objets 3D. Mais on résout ça parce qu'on n'utilise que photos ou capture vidéo in situ. OK? Il y a un autre élément important de cette création des instructions. On a découpé toute instruction dans des instructions simples qui sont définies par 3 mots-clés. Quoi, qu'est-ce que je dois faire, où je dois faire et comment je dois faire. Et ça se traduit, ça reprend un peu qu'est-ce que l'humain expert fait. C'est toujours comme ça parce qu'on les a analysés et ils disent au début qu'est-ce qu'on doit faire, où exactement et comment. Et donc, ça se traduit du point de vue création de l'instruction dans des choses qui sont très simples. Quoi, donc ça peut avoir la forme d'un texte, ou c'est une flèche qui dit c'est ici, ou c'est là. Et comment, ça va être soit une photo, soit une vidéo qui est prise par l'expert sur place. Okay? Et donc, toutes les instructions, voilà, un monde réel, ça représente ça. Donc là, il y a une interface où on peut écrire un peu de texte, c'est l'expert qui fait ça parce qu'on est dans l'authoring, où exactement, il met le doigt là où il y a la flèche, ou les flèches, et après, il a la possibilité de capter soit une photo, soit une vidéo, pour montrer exactement l'opération qu'il fait, en temps réel. Pour que, si on veut jouer faire l'opération, on a un ensemble des instructions de cette forme, quoi, où et comment, qui vont donner toute la procédure. Du point de vue opérateur, c'est l'utilisateur, il va avoir ça. Il va avoir, là, bon, vous avez l'usine derrière, mais vous avez bien compris qu'il s'agit de ce que l'opérateur voit dans les casques. Donc il voit toujours l'usine avec le bordel qu'il y a derrière. Et il voit les instructions. Je ne vois pas parce que je n'ai pas les lunettes, mais c'est marqué qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a une flèche qui lui dit tourne la tête par là. Quand la flèche est orange, c'est un mouvement qu'il doit faire. Pour identifier une autre flèche, qui est la bleue ici, peut-être un peu plus difficile pour vous, mais il la voit assez bien, pour dire que c'est ici l'endroit où il doit faire quelque chose. Et quoi exactement, on lui montre dans la vidéo qui est juste à côté. Okay? Donc il regarde tout le temps son poste. Par exemple, il y a d'autres systèmes, le guide de Microsoft, où on doit avoir l'attention tout le temps entre le poste de travail et une sorte d'écran déporté. Ça, c'est aussi un élément conceptuel important. Très bien. Bon, je vais m'arrêter avec l'évaluation. On a fait beaucoup d'évaluations, parce que vous imaginez bien, avec tout type de personnes, parmi ceux qui ne savaient pas lire aussi. Et pour voir qu'est-ce que ces choix de design apportent par rapport à des outils qui sont dans le marché, on va dire, comme celle de Microsoft, ou par rapport à nos outils dans d'autres configurations. Typiquement, on a testé qu'est-ce que ça apporte la 3D, quand on l'a, de bonne qualité. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ou pas? On a testé le temps et le taux d'erreur. Oui, c'est les deux variables qu'on avait mis au début. Et ça, c'est même la conclusion de cette évaluation. Bon, les chiffres, on ne va pas les discuter un par un, mais l'idée, c'est, dans la comparaison avec Guides, Guides, c'est l'outil de Microsoft, pour la partie authoring qui est ici, et là, c'est la partie training, la partie de l'opérateur. Pour la partie authoring, tous les chiffres sont meilleurs. La charge mentale, l'usabilité, en utilisant des protocoles bien établis dans la littérature, sauf ceux qui utilisaient le nouveau système, ils ont fait deux fois plus d'erreurs, mais seulement 2 erreurs par rapport à Guides. Donc on peut avoir, avec cette approche, on peut faire plus facilement d'erreurs dans la partie authoring, mais dans la partie training, l'opérateur, c'est lui qui va faire l'assemblage. On voit qu'on est
mieux dans le temps et aussi mieux dans la possibilité de faire des erreurs. Ok, bon, on peut discuter tous ces chiffres-là. On a des chiffres qui sont extensifs dans qu'est-ce qu'on a évalué. Et surtout, ça va apparaître aussi dans la thèse de Trajan. Ok, bon, je vais conclure parce que je pense que j'étais un peu long, non? Je reste quand même optimiste. La réalité augmentée est un ensemble technologique qui a un sens, même dans l'industrie. Bien sûr, il y a des choses à continuer à travailler, par exemple la spatialisation. Ça va dans le bon sens avec HoloLens 2, avec les nouveaux casques. Ça veut dire qu'on peut mieux comprendre le monde qui nous entoure, même dans des conditions extrêmes comme dans l'industrie, où il n'y a pas d'a priori. Tout peut être n'importe où, mais avec la reconnaissance visuelle, on peut y arriver. Il reste un gap énorme entre ce qu'on voit dans la littérature scientifique et ce qu'on peut utiliser. La littérature scientifique est très optimiste sur les capacités de la réalité augmentée. On a l'impression que c'est déjà résolu depuis quelques années. Peut-être, mais en conditions laboratoire, quand tout est bien rangé. Si on va dans l'industrie, ce n'est pas du tout le cas. Et bien sûr, on peut diminuer ce gap par, justement, on parlait de 5.0. J'ai compris que c'est l'homme qui est dedans. Il était dedans même dans la 1.0, mais bon, c'est bien, la Commission européenne c'est bien. Donc, cette conception, en fait, c'est orienté homme de métier, c'est plutôt comprendre ses besoins. C'est plutôt ça. Ne pas essayer de lui imposer des casques. Voilà, tu vas utiliser 3D parce que je pense que c'est mieux. Non. Essayons déjà ce que lui, il pense. Et surtout, ce qu'on a trouvé, nous, c'est la conception des instructions de réalité augmentée doivent se faire sur place. Il n'y a pas de raison d'aller dans un bureau d'études parce que ça va être des instructions pour les ingénieurs de bureau d'études, mais personne ne va les utiliser sur place. Super, très bien. Je m'arrête ici. Merci pour m'accorder plus de temps.